On a un challenge, on a une vision et créer le chemin pour y arriver. RH, manager et leadership, feuille de route, avec toutes les contraintes, mais aussi les opportunités en présence. On a une vision, puis on essaie d'y arriver. Il y a plusieurs chemins pour y arriver, puis d'essayer de gravir la montagne pour arriver là où on veut. Et puis là où les journalistes ils vont être intéressants, c'est ils vont pouvoir faire du travail de plus-value, de l'enquête, ce que l'IA n'arrivera pas à faire. De l'enquête, du terrain, contact humain. Et en fait, on va revenir à une forme de journalisme de départ, en fait, de l'essence même du job. Aujourd'hui, tu penses que dans le milieu des médias, on est de plus en plus sur du branding, que les marques prennent de plus en plus de poids et d'importance par rapport à avant, entre un Hugo Décrypte, un Brut, un 24 heures, un RTS. Moi, je pense que la news, elle doit être portée par des gens, par des journalistes, elle doit être portée par des vrais humains auxquels on s'attache, auxquels on s'identifie, auxquels on fait confiance, surtout. Bienvenue sur Romand Insight, le podcast qui vous invite à découvrir les parcours de celles et ceux qui osent et qui inspirent en Suisse romande. On parle de business, de cheminement professionnel et d'équilibre de vie avec des personnalités qui façonnent notre région. Nous, c'est l'équipe de QualInsight, un institut d'études de marché basé à Lausanne. On vous propose un moment dynamique, sincère et toujours proche des réalités du terrain. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans Romand Insight. Hello Manon. Salut. Trop contente de te recevoir dans mon podcast pour parler de médias. Un sujet en plus que j'adore, que je connais bien vu que j'ai fait des études de marché dans le domaine des médias depuis quasiment le début de ma carrière. Et j'en ai passé des choses en 20 ans, puisque moi ça fait déjà 20 ans de bouteille dans ce milieu-là. Je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. Moi aussi, très heureuse d'être là. Manon, pour les personnes qui ne te connaissent pas, je te demanderai en quelques mots de te présenter, pour qu'on sache qui tu es, d'où tu viens. Alors, Manon Bornand, j'ai 37 ans, oui j'ai bien 37 ans, des fois je peine un peu. J'ai 37 ans, je vis à Lausanne et je travaille aujourd'hui à Rangier. Je suis Head of Digital Innovation et Marketing des 3 marques médias de Rangier Suisse romande qui sont Blick, Illustré et PME. Je viens du service public de la RTS parce que j'ai créé Tataki, cofondé Tataki en 2017 et une marque pour laquelle j'ai travaillé pendant 7 ou 8 ans, 7 ans et demi. Et ensuite, avant de switcher et partir chez Ringy, donc le privé. C'est d'ailleurs chez Tataki qu'on s'est rencontrés. Enfin, moi, j'y travaillais pas, mais on a travaillé pour vous dans le domaine des études, pour vous accompagner justement sur le lancement de cette marque, ce produit, cette offre, comprendre comment c'était perçu par les jeunes publics. Enfin, c'était passionnant Du coup, t'imagines bien pour moi qui adore le monde des médias, de vraiment comprendre comment ça se façonne avec ces publics, pas de demain, ils sont déjà consommateurs aujourd'hui. Et puis tu as fait le grand saut en quittant un univers qui était devenu relativement confortable d'une part, mais surtout qui cartonnait, et qui cartonne toujours d'ailleurs, pour te lancer dans l'aventure Ringier, avec les 3 titres dont tu as parlé. Ça fait 1 an et demi maintenant, hein, grosso modo, que tu es à Ringier. Ouais, exactement. Tataki, pour les gens qui ne connaissent pas, donc c'est le média des jeunes. C'est l'offre digitale, 100% digitale pour le jeune public, avec un cœur de cible entre 15 et 25 ans, qui est une offre qui se déploie 100% sur les plateformes réseaux sociaux et une partie quand même de redistribution sur le Play de la RTS. Ok. Donc on n'est pas là pour faire la pub et la com de Tataki, mais ce que j'aimerais moi savoir, c'est ce que tu retiens sur ces 7-8 ans que tu as bossé là-bas, où tu l'as monté from scratch. Bah, tu n'étais pas la seule, évidemment, vous étiez aussi une équipe derrière, puis tu étais cofondatrice. Qu'est-ce que ça t'a appris ? Qu'est-ce que tu penses avoir amené de ta patte aussi personnelle à toi, qui fait, parce que je vous trouvais très passionnés, c'est vrai, les équipes là-bas, très engagées, très impliquées, à vraiment porter le produit comme si c'était le vôtre. Qu'est-ce que tu retiens maintenant de ces 8 années que tu as consacrées à lancer Tataki ? Waouh, c'est super. Comme c'est une aventure hyper riche, c'est difficile de répondre en quelques mots. Mais je dirais déjà une aventure. Je pense que c'est l'aventure professionnelle et humaine, au niveau professionnel, la plus dingue que j'ai vécue. Je pense que ça restera comme ça, à moins que tout d'un coup je crée un truc fou. Mais je pense que c'est une aventure complètement barge parce que la promesse de départ, c'est de créer du contenu pour des jeunes. C'est ça qu'on nous dit. Ok, le mandat, c'est celui-là. Il faut créer du contenu pour les jeunes. Les jeunes consomment de moins en moins le linéaire, donc la TV, la radio. Il faut aller leur proposer du contenu. C'est aussi le mandat de la RTS, du service public. Du coup, partir de ça et puis de devoir construire une marque d'abord, un nom, trouver un habillage, un habit, quoi. Ensuite, se demander qu'est-ce qu'on va mettre là-dedans. Ensuite, se demander, mais en fait, à qui on s'adresse. Puis en fait, ils consomment où est-ce qu'on va diffuser. En fait, ça ouvre un nombre de questions qui sont inimaginables au départ, qui nous ont fait passer à travers des mois intensifs de brainstorming, de discussion, d'engueulade, parce qu'en fait, chacun avait aussi son idée de produit. On est partis à 3 dans ce projet. Moi, je suis partie, on était ça dépend, entre les temps partiels, etc., 25-30. Mais du coup, c'est complètement fou, en fait, de partir de ça. Donc,
au début hyper riche de voir tout construire. Donc en fait, forcément que quand on a aussi quelque chose à prouver comme ça, from scratch, on va se créer un maillot qui est hyper fort. C'est de l'entrepreneuriat. C'était une sorte d'entrepreneuriat parce qu'on était une petite rédaction, une petite start-up dans la grande maison de la RTS. Au début, on était vraiment assez reclus sur nous-mêmes. On avait assez peu de contact avec le reste de la RTS qui se demandait un peu qu'est-ce qu'on mijotait. Puis aussi quelque chose à prouver. On a une offre pour les jeunes qui se créent, l'équipe commence à grandir, on commence à créer des productions vidéo avec quand même des émissions mastodontes autour de nous, avec des grands producteurs, des grands journalistes, des personnes reconnues. Nous, on était venus là aussi pour faire nos preuves, puis on était jeunes, puis on avait du temps, on était engagés, donc une énergie de malade. Et puis surtout, la force du projet, c'est qu'on voulait parler à des jeunes, mais ce qui était hyper important, c'est que ce soit derrière des jeunes qui créent le projet. Donc ça crée une émulsion aussi assez particulière d'avoir... Enfin, moi, j'étais une des personnes les plus vieilles de la rédaction, puis on a créé ça, j'avais 26 ans, quoi. Donc ça crée aussi un esprit assez particulier, quoi. Moi, je me rappelle vraiment de nos premiers échanges, mais tu avais une force de proposition et de conviction qui m'a fait tout de suite prendre conscience que tu allais aller assez loin dans ta carrière. Et je suis heureuse de te voir aujourd'hui, en ayant fait le move de changer, parce que Tataki a été quand même aussi une locomotive, je pense une vraie source d'inspiration pour d'autres médias, et même pour la RTS en soi, même si c'était un produit fait maison. Ringier, c'est venu comment? On est venu te chercher, pourquoi t'as dit oui si c'est le cas? Qu'est-ce qui a fait que t'as changé de maison? Et puis avec cette casquette, donc innovation, et puis même là, ça va paraître en janvier l'épisode, co-direction même de Ringier, Suisse romande, Romandie. Bravo, trop bien. Comment tu te sens après maintenant 1 an et demi d'avoir fait le move? Donc le pourquoi, comment. Ouais. Et ouais, parce que c'est pas la même... c'est pas le même produit, non, c'est pas le même univers du tout. Moi, j'avais l'impression d'avoir moins d'énergie pour porter des gros projets. Je sentais que cette marque, elle était quand même toujours en croissance, toujours, elle devait être vraiment portée. Puis je sentais qu'il y a certaines choses où c'est pas du tout que je perdais complètement mon drive ou maniaque, parce que je l'ai quand même tout le temps. Mais certains big projets, j'avais quand même un petit peu moins de niaque qu'avant. Puis je me disais, peut-être que c'est important que, en fait, pour le bien du projet, je trouvais que c'était aussi important qu'il y ait un turnover, parce que j'ai vu aussi des gens rester dans certaines entreprises très longtemps en poste, et puis j'ai vu aussi les dommages que ça pouvait causer à certaines marques ou certains projets. Puis je trouve que Tataki, vu que c'est sur un public qui est très spécifique, qui est très dynamique, qui est très volatile, qui est très jeune, il faut du sang neuf, il faut des gens qui arrivent et puis qui soient... et puis qui n'aient peut-être pas la mémoire du début aussi, puis qu'il n'y ait pas cette évolution où on est complètement indépendant, autonome, on fait ce qu'on veut, à ce moment où on doit rendre plus de comptes, où on s'industrialise, on se professionnalise, ce qui est très bien et important aussi, mais qui n'a pas l'historique, qui arrive avec une niaque complètement une super niaque pure comme ça. Et puis je sentais que c'était le bon moment. J'ai eu cette opportunité, Ringier est venu me chercher avec cette promesse de développer Blick, parce que il y a Blick qui est arrivé sur le marché de la Romandie. Oui, puisque il existe depuis 3 ans. 4 ans, 4 ans, donc c'est assez jeune. Et puis, ce que j'ai bien aimé chez Blick, c'était le challenge, parce que je me disais, on retrouve aussi ce côté où il faut aussi construire un département autour de Blick, créer plus de marketing, créer plus de réseaux sociaux, redévelopper, parce qu'ils ont une offre éditoriale qui était bien posée, mais les services autour qui aident vraiment à faire monter une marque, ils n'étaient pas encore là. Puis là, il y avait un challenge que je trouvais méga intéressant. Blick, j'aimais bien la tonalité un peu impertinente. Je trouve que ça a amené une certaine fraîcheur dans le monde des médias, on va dire entre guillemets traditionnels en Suisse romande. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à faire, puis je me suis dit c'est un challenge. J'étais aussi une très jeune maman à Lausanne avec une marque média Tataki qui était à Genève, donc voilà, on est venu me chercher. Blick me plaisait bien, je connaissais peu le print aussi, puis je me suis dit j'aime les médias, il faut aussi que je connaisse le print, comment ça marche. Il y avait aussi cette dynamique personnelle, et puis je dois dire qu'il y a aussi quelque chose, encore une 4e raison, c'est que des fois la RTS, je trouve que on oublie la chance qu'on a d'être dans le service public, on oublie on a le temps d'aller au bout des projets, et je pense que c'est ça qui fait que la RTS elle est ultra qualitative dans ses projets, dans ses prods, mais je voulais aussi comprendre ce que c'est dans 95% des cas, comment ça marche les médias. En fait je me disais mais j'aime tellement les médias, mais pour aussi continuer à apprécier la RTS et l'aimer autant que je l'aime aussi d'une certaine manière, il faut aussi que j'aille comprendre comment ça marche le privé. Les mêmes KPIs
plus des nouveaux sur la rentabilité, Ouais. les dépenses, enfin la gestion du budget qui, je pense, ça doit être pas mal différent, la publicité. Ouais, il y a des antennes qui s'ouvrent en plus, c'est-à-dire que dans les médias, il y a déjà beaucoup de contraintes au niveau classique, mais là, tout d'un coup, il y a des nouvelles contraintes qui arrivent, c'est exactement ça, c'est les revenus, c'est le marché de la pub, qui n'est pas directement lié à nos activités, mais c'est une entreprise à côté de la nôtre qui s'appelle Ringier Advertising, mais au final, on parle ensemble au quotidien, quand on monte des projets, on va quand même les concerter, donc tout d'un coup, cette antenne en plus qui rentre vraiment dans la réflexion, qui est vraiment d'être dans des revenus net cash d'argent, ça vient quand même changer la culture, ça vient changer la manière de présenter ses projets à ses chefs, ça vient changer la manière d'imaginer des projets. C'est vraiment... C'était ça c'est la une plus grande bascule dynamique pour moi. et le plus gros apprentissage, c'était de s'adapter à cette manière de fonctionner-là pour monter des projets. Ouais, je pense que le plus grand apprentissage, il était là-dedans, sur cette notion d'être rentable. C'est pas qu'à la RTS, on se posait jamais la question. Hein, il fallait qu'on soit performant. À Tataki, il fallait qu'on soit performant. Il fallait qu'on remplisse des objectifs. Il fallait qu'on aille toucher les publics. Ça, c'est sûr. C'est une autre sorte de rentabilité, mais ça en est une quand même. Là, on vient vraiment parler rentabilité financière. Ça, c'est vraiment un vrai enjeu et ça change tout, quoi. Quand on arrive chez Ringier, est-ce qu'il y a une liberté de ton ? Est-ce que, vu que c'est un groupe qui est détenu par majoritairement les décisions se prennent en Suisse alémanique, il y a des choses aussi qui sont différentes, dont il faut prendre en considération au niveau contraintes et peut-être autres possibilités ou ouvertures que ça peut amener. Qu'est-ce que tu as pu identifier comme levier, donc dans le côté positif, et puis comme frein, qui était peut-être nouveau par rapport au mode de fonctionnement ? Déjà, la première chose au niveau de la ligne éditoriale, la seule contrainte qu'on a, c'est que si on est dans un produit qui est national comme Blick, on doit avoir une marque qui a une résonance nationale. Ça veut dire qu'on doit avoir des lignes qui sont quand même proches. Bien sûr qu'il y a des petites variations. On peut avoir des réflexions sur les lignes éditoriales, mais après, les journalistes sont 100% indépendants, évidemment. Après, par rapport à la collaboration avec Zurich, je pense que ça, c'était vraiment mon deuxième plus grand apprentissage. On a dit, il y a cette première question en lien avec les revenus, on doit être rentable. La deuxième, c'est la collaboration avec Zurich. Aujourd'hui, je suis dans une minorité par rapport au groupe national, au niveau national. Mais par contre, ce qui change, c'est qu'on ne parle pas du tout la même langue. Dans le sens vraiment, au sens figuré et propre, c'est qu'on n'a pas la même culture. Et puis nous, on le sait, qu'on n'a pas la même culture qu'eux. Donc ça nécessite de l'énergie, d'aller se réaffirmer, d'aller se réexpliquer, d'aller se raconter en fait régulièrement. Soit on est oublié, soit ils réfléchissent comme ils réfléchissent pour eux sans prendre en compte les variations. Mais c'est pas de la mauvaise volonté, c'est vraiment qu'ils pensent qu'on est exactement comme eux alors qu'on n'est pas exactement comme eux. T'arriverais à définir en quoi on est différent en Romandie ? Je pense qu'on n'a pas la même culture. Eux sont tournés vers l'Allemagne, on est tournés vers la France. Déjà, on a été biberonnés par des productions françaises, par des médias français. Eux sont biberonnés par complètement autre chose. Ça, c'est déjà, même au niveau graphique, on ne s'exprime pas la même chose. C'est ce que j'essaie d'expliquer quand on parlait des lignes graphiques de Blick. Nous, on est tournés vers des médias... moi, par exemple, je suis tournée vers des médias digitaux français. Eux, suisse-allemands et allemands. Et c'est déjà pas les mêmes dynamiques graphiques. Donc, au niveau de la culture, de ce qu'on consomme, on est déjà différents dans notre environnement culturel, audiovisuel, etc. On n'a pas grandi, on n'a pas les mêmes références. Les films, alors oui, on a le haut de la pyramide qui est les États-Unis, mais sinon on n'est pas tourné en termes européens, on n'est pas tourné vers les mêmes pays. Ça change déjà tout en termes d'éducation, en termes de plein de choses. Et puis après, nous, on a un peu ce côté latin. On est un tout petit peu plus, parfois un peu plus brut de décoffrage. On est un petit peu plus, haut en couleur aussi dans notre manière de communiquer. On est plus latin, quoi. Mais voilà, cette fraîcheur, cette spontanéité, parfois cette naïveté qui nous fait sortir aussi des sentiers battus, c'est ce qui fait notre spécificité. Et c'est ce qui fait justement notre force aussi en tant que minorité. Aujourd'hui, bientôt à la tête, co-tête de Ringier, qu'est-ce que ça signifie concrètement qu'est-ce que ça va signifier pour toi dans ton job ? Mon job, il va pas beaucoup changer, à la fois beaucoup. Parce qu'en fait, les activités que je représente, qui sont le marketing, l'innovation, le digital, l'événementiel, les partenariats, ça va rester. Je vais continuer d'être à la tête de piloter ces équipes-là, avec les mêmes titres. Là, on vient rajouter dans mon cahier des charges le pilotage de l'équipe du Webdesk. C'est le cœur vraiment du volume de production de Blick. C'est ceux qui tournent 24 heures sur 24, avec une équipe la nuit à Bali, une équipe la journée. C'est vraiment aussi le cœur de l'audience.
Une équipe à Bali. Ouais, on a deux journalistes qui tournent, qui partent depuis la Suisse, qui travaillent à Bali la nuit pour que les gens aient une homepage fraîche le matin des actus internationales. Sympa ce petit travail nomade pour le Blick depuis Bali. Ouais, ça c'est assez cool. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien aller les voir l'année prochaine. Donc voilà, ça c'est un chouette projet aussi qui a été monté par une partie de mon prédécesseur Thomas Delécha. Ça va changer, donc je vais reprendre aussi la partie des journalistes webdesk parce qu'eux ils sont vraiment sur une dynamique de diffusion. Comment est-ce qu'on orchestre une homepage de news, comment est-ce qu'on push, quelle news on push à quelle heure, sur les apps, sur nos apps, sur notre app. Du coup, on est vraiment sur la partie de stratégie digitale que je représente. Du coup, c'est aussi pour ça que je reprends cette éthique. Ça va changer pour moi. C'est une nouvelle équipe à piloter, mais c'est des dynamiques, c'est des questions que je trouve passionnantes, donc que je traite déjà avec eux en fait finalement. Donc c'est pas énorme comme changement, mais moi je m'en réjouis. Et ce qui va beaucoup changer, c'est mon lien direct avec Zurich. C'est-à-dire. Et puis il y a Claude Ansermo, donc l'ancien rédacteur en chef de 24 heures. Donc en gros, vers le bas, donc sur la Suisse romande, il y a des équipes qui vont un petit peu se modifier, mais moi je vais reprendre plutôt la partie, on va dire, digitale du webdesk, et ça je m'en réjouis. Au niveau de la collaboration, il y a un binôme qui se crée avec Claude, et je me réjouis aussi beaucoup de collaborer avec lui, parce que là on échange beaucoup, puis on se réjouit, il y a plein de choses à faire. Et puis lui, il va reprendre vraiment toute la partie éditoriale des 3 marques. Donc je vais pouvoir aussi retrouver cette dynamique de binôme que j'avais un petit peu à Tataki. On était 3, mais dans l'opérationnel, on était 2. Donc je me réjouis de retrouver ça va être chouette. Et puis en plus, Claude, il a une expérience démentielle quand même dans les médias. Donc je me réjouis aussi. Je pense que je vais pouvoir vraiment apprendre de lui sur la partie éditoriale, sur son expérience aussi de ta média, sur son expérience en lien avec le milieu du print, l'évolution du print. C'est tout des choses que moi, je sais pas, je suis vraiment un bébé du digital, je suis un bébé des réseaux sociaux, c'est ça mon église de base. Et puis moi je pense que du coup je vais pouvoir lui apporter l'inverse, c'est ce côté réseaux sociaux, cette multiplication des contacts avec le public, cette connaissance du public sur le digital, les usages aussi digitaux, donc ça va être cool. Ouais. Et tu vas commencer à apprendre l'allemand ? Non. Non. Donc plus de collaboration avec Zurich, mais ça va se passer comment alors ? On parle en anglais. On parle tous en anglais. Ouais, on a beaucoup de gens qui parlent français. Notre CEO parle couramment français. Mon CCO parle français aussi couramment. Ils sont bilingues, donc voilà, ça aide. Puis après, quand on est, il faut savoir qu'à Rangier, il y a aussi beaucoup de gens qui parlent en anglais. En Suisse allemande, parce qu'en fait il y a beaucoup d'Allemands qui travaillent à Zurich, donc entre eux ils parlent des fois souvent en anglais, donc c'est on parle fou, en anglais. Ça. Ouais. Okay. Donc j'ai un peu augmenté mon niveau d'anglais, ce qui est une bonne chose parce que je parlais jamais en anglais avant, à part en vacances quoi. Well done you. Dans les médias, il faut constamment se remettre en question, innover. Dans 15 ans, le monde sera 100% digital, on ne sera plus prêt à payer pour de l'information, ce sera gratuit, ce sera diffusé par des influenceurs qui, à l'image de Hugo Décrypte, monteront leurs propres équipes et auront des autres modèles de financement. Un super média, à part ça, Hugo Décrypte. C'est quoi l'innovation aujourd'hui dans le monde des médias ? C'est aussi une vaste question, parce que pour moi, l'innovation, elle est partout. Elle est autant dans la gestion d'équipe que la gestion du change, que dans la manière d'aborder les projets. Enfin, en fait, pour moi, l'innovation, elle doit infuser partout, quoi. Si je prends vraiment un truc un peu plus concret, ce qui va vraiment nous impacter, c'est l'IA. Bon, voilà, tout le monde dit ça. Il n'y a pas de breaking news jusque-là. Mais je pense que c'est déjà dans notre quotidien. On l'utilise des dizaines et des dizaines de fois par jour pour faire nos contenus, pour gérer nos équipes, pour des process, pour tout. Mais ça va vraiment drastiquement changer nos métiers, quoi. De journalisme, d'échange de produits entre nos marques, de navigation sur nos sites, sur nos apps, sur les usages des gens qui vont finalement même... Est-ce qu'ils vont continuer à venir sur nos apps, sur nos produits ? C'est que la grande question du moment, ça va bouleverser le monde des médias. Les narrations changent, les techniques changent, tout est en modification, en évolution. Mais là, ce qui va vraiment drastiquement nous impacter dans nos manières de produire nos contenus, de le distribuer, c'est l'IA. Et ce qui va aussi drastiquement changer la manière, et c'est ça qui va le plus nous questionner, je pense, c'est comment les gens vont consommer la news demain. On va se lever, on va dire à son IA, j'aimerais un résumé de ce qui s'est passé pendant la nuit, en vidéo, sur 4 minutes 24, en 9/16, en format 9/16, horizontal, vertical, que sais-je.
sais-je, et l'IA va le faire. Donc ça pose un certain nombre de questions. Quel est notre rôle? Quelle est notre plus-value? Comment est-ce qu'on va diffuser nos contenus? Ou quel deal on va faire avec les IA? S'il y a des deals, ça pose une question fondamentale, comment distribuer notre contenu. Si les gens viennent plus chez nous, nous on a un business model qui s'effondre. Oui, c'est un peu comme les services publics qui vont pas mettre tout leur contenu à disposition gratuitement sur YouTube, parce que ce sont des fonds publics, c'est les citoyens et citoyennes qui ont payé pour avoir ces contenus-là. Il n'est pas question qu'ils soient volés et récupérés par les GAFAM qui eux-mêmes vont les distribuer plus loin. Bon, là, c'est encore une autre question. C'est en fait les gens viennent plus sur nos propres produits, ils viennent plus sur nos sites, ils viennent plus sur nos apps, parce qu'en fait ils ont l'information qui est en bullet point via Google Overview, via une vidéo, que sais-je. Donc ça va poser des questions qui sont fondamentales et qui sont gouvernementales, qui sont politiques, qui sont très très haut perchées. Ça, c'est la première chose. Au niveau du produit journalistique, oui, ça va... En fait, mais ça, c'est mon avis personnel. Moi, je trouve qu'on va revenir à l'essence en fait, du journalisme. C'est que, du terrain, de l'humain, de la rencontre. Ouais. Parce qu'en fait, tout ce qui est de la news, la hard news, qui tombe en continu, qui est à la fois anxiogène, puis qui fait du push toute la journée et de la dépêche. Purement de la dépêche. Et puis là où les journalistes ils vont être intéressants, c'est qu'eux ils vont pouvoir faire du travail de plus-value, de l'enquête, ce que l'IA n'arrivera pas à faire, de l'enquête, du terrain, contact humain. Et en fait, on va revenir à une forme de journalisme de départ, en fait, de l'essence même du job, j'ai l'impression. Et je trouve que ça libère. Alors oui, ça va bousculer les métiers, ça va littéralement peut-être remplacer des métiers. C'est possible, on le sait, mais pas que dans les médias, dans toutes les industries, il faut être honnête. Partout, ça va remplacer les métiers. Mais par contre, je pense qu'en termes journalistiques purement, ça peut être assez intéressant. C'est-à-dire qu'on revient vraiment au terrain, on sort du bureau, on va interviewer des gens, on fait de la recherche peut-être un peu plus longue. Est-ce que ça veut dire que, tu vois, comme Hugo Décrypte, là, il est en train de lancer toutes ces antennes super régionales, locales, est-ce que ça veut dire que pour toi, alors que tous les petits titres, après tu me diras, les journaux locaux sont pas hyper digitalisés, mais est-ce que ça veut dire qu'on va revenir vers une information qui va être plus ancrée sur le territoire géographique de proximité, ici à l'échelle de la Romandie par exemple, et puis si on prend l'exemple français, pareil, au niveau département, t'as un point de vue là-dessus ou difficile à dire? Parce que souvent, l'info de proximité, elle est pas super... c'est pas forcément ce que les gens vont chercher. En tout cas, ce qu'ils disent qu'ils vont chercher. On sait qu'il y a toujours un gap aussi entre ce qu'on dit, qu'on veut, qu'on aime et qu'on fait. L'IA peut nous permettre d'être ultra local. C'est-à-dire que si on met de l'IA qui, par exemple, suit tous les matchs de toutes les divisions de Suisse romande, on peut avoir les résultats de toutes les divisions ligues. J'y connais rien en foot. Sans effort, ça peut être chouette. C'est-à-dire qu'elle peut nous permettre aussi de récupérer plein de choses au niveau de l'ultra-régionalité. Mais en même temps, je pense que oui, le journalisme de proximité, du coup, c'est là la plus-value par rapport à la grosse news internationale que tout le monde aura. Okay. Pendant la déclaration de Trump que tout le monde aura pendant la nuit, on n'aura pas notre plus-value. Par contre, le micro-trottoir à Genève ou à Lausanne... ça, il n'y a pas d'IA pour l'instant qui peut le faire. C'est pour ça que nos métiers aussi dans les études de marché qualitatives, avec nos immersions ethno, sont pour le moment pas en danger. Juste revenir encore une fois sur Hugo Décrypte, que j'aime bien aussi. Que j'adore. Aujourd'hui, effectivement, c'est une grosse machine avec des grosses équipes derrière. Ils ont lancé aussi Élan pour le marché de l'emploi aussi des jeunes. Comment tu vois ce média? Moi, j'ai un grand respect pour la mission de Hugo Décrypte parce que son envie, son constat en sciences politiques à Paris, c'était de dire, mais en fait, moi, j'étais entourée de gens qui consommaient des médias parfois un peu déconnectés, vraiment déconnectés du monde, en fait, enfin des gens, en fait, de la population. Et puis, qui consommaient des médias presque un peu élitistes. Puis il disait, mais en fait, des fois, j'ai l'impression qu'on ne revient pas sur les fondamentaux, de réexpliquer certaines choses. On parle de l'OTAN, mais est-ce qu'on sait ce que c'est l'OTAN? Enfin, des choses... On part du principe que les... Oui, voilà, on part du principe que les jeunes, ils savent de quoi on parle, mais en fait, c'est une petite frange de gens qui savent. Puis lui, il est arrivé avec cette envie et cette conviction qu'il fallait, oui, donner la news, mais la simplifier. Puis pas qu'il n'y a pas besoin de se donner un genre un peu pompeux pour raconter la news. Je pense qu'il avait hyper raison. Déjà, dans les canaux qu'il a utilisés, c'est de dire, on va aussi prendre la news, puis l'amener, la rendre accessible là où les gens consomment leur contenu au quotidien. Et puis en fait, la promesse de départ, elle est hyper simple, mais en fait, elle est ultra efficace. Ultra efficace, puis c'est pour ça que... Les formats sont courts, ils sont en images. Ouais, c'est très court, c'est simplifié, mais ça veut pas dire que simplifié, ça veut pas dire que c'est amoindri complètement. On a l'info
on revient de certaines fois, on redéfinit certains fondamentaux qui paraissent peut-être acquis pour certaines franges de la population, mais qui ne sont peut-être pas pour tout le monde. Moi, je trouve que la mission, elle est efficace, elle est claire, et c'est pour ça que c'est autant un succès. C'est parce qu'il a aligné une mission, il a aligné les usages du public, il a aligné son temps, ses grammaires, et puis il ça développe marche. ses services. Il développe. Alors, Elan, je sais pas à quel point ça marche. Je pense qu'il y a aussi un enjeu de pub derrière. Enfin, justement parler du modèle de partenaires. Et je pense qu'il y avait vraiment un modèle... J'ai vu cette ouverture comme une manière de diversifier ses sources de revenus, quand j'ai vu ça à titre vraiment purement perso. Mais à la fois, je trouve que ce qu'ils font, c'est ultra serviciel, et c'est utile, et ça marche. Pour leur public. Mais j'ai vu ça d'abord comme une opportunité un peu dans le sens commercial aussi, pour qu'il fasse tourner sa rédaction, quoi. Aujourd'hui, tu penses que dans le milieu des médias, on est de plus en plus sur du branding, que les marques prennent de plus en plus de poids et d'importance par rapport à avant, entre un Hugo Décrypte, un Brut, un 24 heures, un RTS. Moi, je pense que la news, elle doit être portée par des gens, par des journalistes. Elle doit être portée par des vrais humains auxquels on s'attache, auxquels on s'identifie, auxquels on fait confiance. Surtout, parce qu'on se retrouve quand même dans une jungle de contenu. Des fois, on ne sait pas d'où viennent les contenus, quelles sont les sources, est-ce que c'est fake news, est-ce que c'est IA. Et je trouve qu'on peut personnaliser l'info sans la tenter politiquement. C'est juste qu'en fait, on peut avoir des journalistes qui nous amènent un contenu de qualité, mais qui sont peut-être des fois juste moins froids dans leur approche, dans leur contact au public. Mais est-ce que ça veut dire du coup qu'il y aura de plus en plus de ces contenus plus clivants pour faire du clic, pour émerger, pour avoir de la noto, pour faire du buzz, pour émerger, avec l'IA qui va renforcer la disponibilité et le nombre de contenus encore plus qu'aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça va augmenter ce côté plus le scoop et la news exclusive On est déjà dans une concurrence de l'attention qui est extrême. Donc la première chose, c'est l'humanisation. On peut vraiment recréer un lien de confiance à travers des personnalités qui sont justement pas politisées, mais auxquelles on peut s'accrocher, on peut avoir confiance. Et ça, j'y crois. Puis après, je pense que oui, les médias doivent se self-brander quand même, parce que c'est plus les journaux. On arrivait, il y en avait 3 journaux sur la table, puis on en prenait un des 3. Aujourd'hui, c'est au-delà des frontières, on consomme des médias français, on consomme des médias belges, il y a une concurrence de l'attention qui est ultra intense, et je pense que oui, les médias, ils doivent rappeler quelles sont leurs valeurs de travail, leur mission, leur façon de travailler, et d'aller reconstruire un lien de confiance avec certaines personnes qui commencent à être un peu, il y en a toujours eu, mais on sent quand même une certaine méfiance et défiance pour les médias. Je pense que là, il y a un travail de self-brand des médias. Quel est le sens d'un média, quelle est sa mission, ses façons de travailler et son rôle dans une société. Je pense qu'on doit quand même porter ces messages. Et qu'est-ce qui te fait kiffer, toi, aujourd'hui ? Ce qui me fait kiffer, c'est trouver un équilibre entre les règles de Ringier et puis de pouvoir aussi, moi, insuffler mon management. C'est difficile parce que j'arrive avec des équipes qui sont déjà en place, qui sont déjà là dans une culture ou dans des cultures, parce qu'en plus, il y a des groupes fusionnés. Donc, le challenge, il est là, c'est d'insuffler un bout de ce que moi, j'ai envie de mettre en place, tout en devant prendre en compte les contraintes de l'entreprise, donc de Ringier et de sa culture d'entreprise, et tout en devant faire avec les forces en présence. Mais ça veut dire que l'innovation, elle a beaucoup à faire au niveau justement du management, de la posture et de la... Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Puis en plus, c'est intéressant parce qu'à Ringier, en tout cas chez nous, chaque rédaction a un peu sa propre culture managériale. Donc là aussi, avec Claude, on va avoir un boulot assez intéressant. On est toujours plus en train de collaborer entre les marques médias, avec la Suisse allemande, mais aussi en Romandie, toujours plus. Là, il va falloir aussi casser des silos. Puis ça, c'est intéressant, en fait, de se dire, ok, les personnes de l'illustré, elles vont bosser avec Blick. On parle des langages qui sont différents. C'est vachement intéressant d'essayer de mettre les gens autour de la table. Moi, j'aime bien ce côté, ok, il y a un problème, on trouve des pistes de solutions, on a une idée, on a un challenge, on a une vision, et créer le chemin pour y arriver. RH, manager et leadership, feuille de route, avec toutes les contraintes, mais aussi les opportunités en présence. On a une vision, puis on essaie d'y arriver. Il y a plusieurs chemins pour y arriver, puis d'essayer de gravir la montagne pour arriver là où on veut. Moi, je vois un peu où je veux aller, puis ce que j'aime bien, c'est de devoir faire le chemin. Après, des fois, je me foire, je me plante de chemin, après, j'en prends un autre. Des fois, mes équipes elles me disent, mais non, en fait, ton chemin-là, il est tout pourri, viens, on prend celui-là. C'est ça que j'aime bien, en fait. Mais des fois, on part d'un problème, ou des fois, on part juste d'une ambition. Moi, des fois, ça m'agace aussi, tu vois. Tout d'un coup, il y a une déconvenue, une news qui arrive de Zurich qui doit changer tous nos plans, puis on avait justement le chemin, on s'était aligné sur le chemin, les méthodes, on s'est dit, ok, nous, on va là. Et puis, tout d'un coup, boum, il y a un changement qui arrive. Changement de marché, changement de stratégie, changement d'outils, changement... Quand je te dis, on est dans le cœur du changement au niveau des médias, nous, on vit constamment du changement. Le changement, il vient de notre daily business, mais il vient aussi de Zurich. Puis des fois,
y a un côté qui est grisant, qui est cool, mais des fois c'est aussi Démotivant. frustrant, des fois c'est aussi démotivant, parce que en fait tu te dis ah putain on a tout construit pour aller prendre ce chemin-là, on va là-bas, puis t'as des choses qui viennent te dire bah en fait tu vas devoir faire un méga détour, fais tout le tour de la montagne et puis on se retrouve en bas puis on recommence. Puis C'est ça des fois c'est comme dans les jeux vidéo, Manon. Là, des fois ça c'est à la fois c'est passionnant, puis il y a des fois où t'es plus propice à accueillir ça, puis il y a des moments bah je suis humaine, on est crevé, et puis on a mais est-ce qu'on est obligé de se taper encore une fois le tour de la montagne alors que là on avait défini la route quoi. Bah voilà, des fois c'est agaçant, des fois c'est frustrant, puis il y a des fois aussi où c'est trop bien parce qu'on découvre d'autres choses. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui qui se questionnent à savoir si oui ou non ils pourraient envisager une carrière dans le domaine des médias? Je leur dirais, franchement, maintenant, on a tellement de manières différentes de raconter le contenu que c'est l'éclate, en fait, si on veut vraiment créer du contenu. On peut passer par du texte, de la vidéo, du podcast, du court, du long. Enfin, on peut explorer tellement de narrations différentes que ça, déjà, c'est vraiment cool. Et puis, si c'est des gens qui aiment transmettre, en fait, à travers de la vidéo, du texte, enfin, qui aiment transmettre un propos et qui aiment la mission, en fait, du journaliste, moi, je pense que c'est un moment qui est assez passionnant parce que on a des endroits de créativité qui sont multiples, donc ça c'est cool. Déjà c'est la première chose. Après c'est un monde qui est en mutation, c'est un monde qui est en changement. Le monde des médias dans 3 ans il sera plus du tout le même qu'actuellement, donc il faut aussi savoir ça. Il faut partir en connaissance de cause. Je pense que si on va on est quelqu'un qu'on aime bien ses habitudes et puis que ça reste très longiligne, non, les médias c'est pas ça actuellement. Je pense qu'il faut se réinventer, il faut constamment se réinventer, donc ça c'est important quand même. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Oui, puis ça peut être épuisant aussi. Ça peut être épuisant. Faut soigner son réservoir d'énergie. Ouais, exactement, ça peut être épuisant. Mais les médias, ils ont toujours existé. Ils existaient déjà quand c'était quelqu'un qui criait sur une place publique. Ils vont continuer à exister même avec l'IA. Donc les médias, c'est pas fini. Les médias, ils doivent maintenant se réinventer en termes de modèles publicitaires, de diffusion. Ça va venir, ça va prendre le temps, ça va être assez passionnant la route là. Mais c'est pas fini les médias. Hein. Ils ont toujours existé, donc ils vont continuer à être là. Ils sont importants. Donc les gens qui croient en ça, je pense qu'à partir du moment où tu crois vraiment à la fonction du média, viens. Go. Et je leur dirais aussi que les médias, c'est pas seulement de la production de contenu, c'est aussi plein d'autres métiers derrière qui gravitent, et que en fait, s'il n'y a pas ces métiers-là, la production pure éditoriale, elle n'atteint pas ses publics, et qu'il faut prendre en compte ces métiers, il faut les respecter, il faut les valoriser. Tous les métiers autour, digital, SEO, c'est des métiers aussi d'avenir qui aident les journalistes à se faire voir, se faire entendre, se faire lire. Et je pense qu'on doit créer de la proximité entre les médias du journal, les médias de l'éditorial et ces métiers de diffusion, de stratégie. Et aux jeunes journalistes, prenez conscience que vous êtes entourés d'armées de gens qui vont venir vous aider à pousser votre contenu sur les plateformes. Mais c'est aussi important de valoriser ces métiers-là et de leur faire confiance. Juste qu'on se mette tous autour de la table, on est tous importants. Les métiers du journalisme, de la production, ils sont encensés. Je le comprends aussi, c'est une vraie responsabilité, l'éditorial. C'est le nerf de la guerre, c'est la colonne vertébrale d'un média, c'est l'éditorial. Et ce qui gravite autour, c'est autour de la colonne vertébrale, c'est important de le savoir, mais c'est pas pour ça qu'on doit hiérarchiser l'importance des métiers, parce qu'aujourd'hui un bon contenu qui est mal distribué, il sera pas vu, il sera pas lu. Et je pense que là il y a vraiment quelque chose d'intéressant, c'est de se mettre autour de la table avec ces métiers de spécialisation digitale, de data, etc., et d'écouter aussi ce qu'ils ont à dire, parce qu'en fait ces gens-là connaissent les publics, et en fait connaître les publics et leurs usages, ça reste quelque chose de central pour travailler dans les médias. Et ce que moi j'observe, c'est qu'il y a aussi des gens qui font du contenu sans jamais vraiment savoir à qui ils s'adressent. Mince, j'ai même pas parlé des études de marché, moi, dans mon podcast ici. Et ben voilà, c'est ce que tu fais en plus, c'est aussi pour ça qu'on se connaît, puis on parle souvent ensemble. C'est parce que moi je pense vraiment que les journalistes ou les gens des médias continuent à vous intéresser comment les gens ils consomment, qu'est-ce qu'ils consomment, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. C'est ça le mot de la fin. C'est pas juste faire des contenus qui vous font kiffer ou bien qui cochent les cases de ce que vous avez appris comment faire du contenu. C'est aussi d'aller vérifier que les gens consomment, comment ils consomment et ce qu'ils ont besoin. Tu arriverais avec tes mots à expliquer la valeur de mon métier finalement. On a parlé beaucoup du tien et du monde des médias. Pour moi en fait, on s'adresse à des gens au quotidien qui ont des besoins, déjà en termes de news, en termes d'information, en termes de divertissement, en termes de contenu. Les gens ils ont des besoins, les gens ils ont des usages qui changent très très vite.
et en plus qui changent en fonction des générations et des niveaux socioculturels. Mhm. Et en plus, ils ont des perceptions des médias. Parfois, toujours plus, je ne sais pas, un peu défiantes par rapport aux médias. Donc, Il y a eu le Covid plus aussi, que jamais. ça a marqué les esprits aussi. Et on se polarise avec les réseaux sociaux, etc. Aussi. Et on a aussi cette ambiance un peu américaine qui nous vient. Donc, je pense que plus que jamais, on doit savoir comment les gens et les publics qu'on veut toucher, ils nous voient, mais aussi quels sont leurs besoins, comment ils consomment. Et je pense que c'est là où toi, t'amènes vraiment une plus-value. C'est que tu vas dans la rue t'intéresser au public qu'on veut toucher. Et puis, on revient sur leurs besoins. On va s'intéresser comment est-ce qu'ils consomment la news et aussi comment ils consomment nos concurrents, parce que c'est aussi ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'on a une place à prendre? Est-ce qu'on va pouvoir répondre à leurs attentes? Et finalement, moi, là où tu nous as vraiment aidé sur chacune des marques, c'est de partir d'un constat sur ces 3 choses, usage, besoin, perception, de partir de ces 3 choses et de pouvoir construire une stratégie de marque. C'est-à-dire, ok, et de partir des gens en fait, partir d'eux, et pas de croyances médiatiques, oui, on connaît nos métiers, on connaît comment faire du contenu, non mais c'est pas ça. Qu'est-ce que les gens ont besoin actuellement et où, et tes études, elles nous ont permis une première, en fait, d'ouvrir une porte et construire une stratégie à partir de ça. Ok, nos enjeux, ils sont là. Et on a pu construire une stratégie digitale de là, en fait. Partir d'un point d'ancrage. Et pas au doigt mouillé. On pense que parce qu'on est journaliste ou parce qu'on est manager ou parce qu'on est spécialiste du marketing, on repart vraiment des gens. Parce que c'est pour eux qu'on fait ça. Et d'autant plus que les publics sont hyper fragmentés. Donc si on ne comprend pas cette segmentation aussi de nos publics, ça va être compliqué de les adresser de manière multiple. Merci pour ce joli mot de la fin. Wow. Je te remercie beaucoup. Merci Manon, c'était un plaisir d'échanger avec toi. T'es toujours aussi smart, c'est aussi lumineuse et pétillante dans tes idées, dans tes envies de faire bouger les choses. Et c'est agréable de voir quelqu'un qui a toujours autant l'agnac, parce qu'il en faut l'énergie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.